Khnata bint Bakkar, la puissante sultane. Elle est connue comme étant la fille d'un grand chef saharien, comme l'épouse du sultan Moulay Ismail, comme la mère du sultan Moulay Abdullah et grand-mère du sultan Sidi Mohammed bin Abdullah. Mais c'est surtout son rôle dans les affaires politiques et sa personnalité qui marquent l'histoire. Un mélange de science et d'intelligence, de ruse et de finesse, nécessaire dans le milieu du sérail, alors en pleine crise de succession après la mort du puissant monarque ismaélien. Il s'agit de la Khnata bint Bakkar. Son origine provient de la tribu saharienne des Mrafra, rangée avec les Maqil et dont les membres nomadisés de l'Ouadnoun au Cap Boujdour. Les chroniques rapportent qu'à cause d'une disette, les Mrafra avaient effectué leur montée vers le Haouz de Marrakech où ils avaient été reçus avec sollicitude par le sultan Moulay Ismail qui les avait incorporés à son armée. Les Mrafra sont à ce propos considérés comme les oncles maternels du sultan, puisque sa mère, la Lambarka, était issue des Mrafra d'Ouadnoun. Et c'est lors de l'expédition de Moulay Ismail à Chengit en 1678 qu'il rencontre le chef de la tribu Mrafra. Bakkar Ben Ali, ainsi qu'il se nomme, avait mené auprès du sultan les délégations de tribus sahariennes venues lui renouveler le serment d'allégeance. Tout naturellement, la conclusion de cette alliance politique est scellée par une alliance matrimoniale. Le sultan Moulay Ismail épouse donc la fille du cheikh des Mrafra nommée Khnata bint Bakkar. Les récits biographiques relatifs à la vie de la Khnata précisent qu'elle était déjà bien formée dans le domaine des sciences et des belles-lettres dans la maison de son père. Elle perfectionne ensuite ses connaissances, notamment en matière de jurisprudence. Sa maîtrise à ce niveau lui vaut d'être surnommée Al-Faqiha, dont la forme faqih est réservée aux juristes et théologiens. N'est-ce pas le vizir et historiographe Mohammed Akensous qui affirme avoir vu l'écriture de la Khnata, certifiée par l'attestation d'un autre lettré, en marge du dictionnaire biographique des compagnons intitulé Al-Isaba fi Tamyiz as-Sahaba du spécialiste des hadiths Ibn Hajar al-Asqalani. On rapporte par ailleurs que la bibliothèque de Khnata bint Bakkar au Palais Royal comprenait près de 12 000 ouvrages. Non seulement notre sultane est érudite, mais elle est de plus décrite comme une diplomate avisée et une fine politicienne. Elle joue ainsi le rôle de ministre et de conseillère de son époux. Survient la mort du puissant monarque ismaélien dans son palais impérial à Meknès en 1727, ouvrant la porte à une crise de succession qui allait durer 30 ans, caractérisée par les rivalités entre les nombreux fils du sultan et par les frasques de l'armée. Ainsi, sur une durée de 30 ans, 7 fils de Moulay Ismail se sont succédés sur le trône en 12 règnes. La Khnata est impliquée plus que jamais dans la gestion des affaires politiques. Le rôle de Khnata bint Bakkar est primordial dans son soutien à son fils Moulay Abdullah qui allait accéder au pouvoir 5 fois entre les années 1729 et 1757. Pour cela, la Khnata n'a pas manqué de faire appel au poids de sa tribu Mrafra, branche des Oudaya, employée par Moulay Ismail dans son armée régulière au même titre que les autres tribus guiches regroupées sous le dénominatif guiche Oudaya. C'est ainsi que les Bouakhr et les Oudaya, gagnés à la cause de Moulay Abdullah, suite aux manœuvres et aux largesses de sa mère, l'ont fait venir de Sijil Massa où il résidait pour le proclamer à Meknès en 1729. Un pouvoir qui ne tarde pas à perdre une première fois en 1734 au profit de son frère Moulay Ali, dont les chroniques retiennent la brutalité. Pour illustration, ce récit rapporté par de nombreux historiens selon lequel Moulay Ali avait arrêté la veuve de son père après avoir épuisé les ressources dépensées en dons à ses alliés Bouakhr. La Khnata est alors mise en prison avec son petit-fils Mohammed qui allait devenir le grand sultan Sidi Mohammed bin Abdullah. Il était alors âgé de 13 ans. Pour pouvoir payer le solde de ses milices, Moulay Ali n'a pas hésité à dépouiller la Khnata, sans réussir toutefois à mettre la main sur la totalité de sa fortune, ni à contenter ses insatiables troupes prêtes à faire rappeler Moulay Abdullah grâce aux intrigues légendaires de sa mère.
Ce n'est pas pour rien que celle-ci est présentée par Magali Morsi qui lui consacre une biographie comme étant l'héritière authentique de Moulay Ismail. Après cette douloureuse période de crise de succession, il a vraiment fallu attendre le règne du petit-fils Sidi Mohammed ben Abdallah, proclamé en 1757 pour assister à nouveau au rétablissement de l'autorité. Les récits ne manquent pas d'ailleurs de relever le rôle joué par sa grand-mère dans son éducation caractérisée par la sagesse et par la pondération. De 1730 à 1732, elle était partie avec lui en pèlerinage au lieu saint alors qu'il n'avait à son retour que 11 ans. On retient ici la générosité de la Lakhnatsa, représentée par ses dons et par son achat d'une maison à la Mecque qu'elle avait placée comme bien de main morte au service des étudiants du Coran et du recueil d'Al-Bukhari. Les chroniques retiennent aussi, durant ce voyage, les liens diplomatiques noués notamment en Libye ou en Égypte. Car la Lakhnatsa ne s'est pas seulement distinguée au niveau de la politique intérieure, mais aussi dans les relations diplomatiques avec les nations étrangères. Sur le plan intérieur, on lui doit une lettre à la population d'Oujda, datée du 24 mai 1736, où elle les rassure en tant que Marocains contre les menaces de l'Empire ottoman voisin. « Vous êtes nos sujets », écrit-elle, « alors n'ayez peur de personne. Quiconque s'en prend à vous, s'en prend à nous, et il devra faire face à de sévères représailles. » Sur le plan de la politique extérieure, cette fois, sont signalées les correspondances que lui avait adressées l'ambassadeur d'Angleterre, Charles Stewart, lors de son voyage au Maroc en 1720, témoignant de son poids dans le palais, sollicité pour soutenir le traité d'amitié et de paix entre les deux pays, ainsi que pour la libération des prisonniers britanniques. Le 19 juin 1729, la Lakhnatsa signait elle-même de sa main, depuis la capitale impériale Meknès, une correspondance aux États flamands avec pour objectif la libération de prisonniers flamands captifs au Maroc, chargeant de la négociation un marchand juif du nom d'Ishaq Shmika. Sans oublier la missive que lui envoyait le 13 septembre 1734 le roi de France, Louis XV, avec le titre de Grande Sultane. Assurément grande par sa stature et par sa personnalité, Khnatsa bint Bekkar s'est éteinte en 1742 à Fès. Par son portrait, elle nous donne à voir l'image d'une femme de pouvoir contrainte par la force des choses de vivre à l'ombre des hommes, alors qu'elle joue derrière les coulisses un rôle majeur.